Salut à toutes et à tous, plaisir de vous retrouver pour un nouvel opus du club qui depuis 6 ans, quasiment jour pour jour maintenant, essaye de mettre en avant toutes les fédérations, toutes les disciplines de notre joli hexagone et qui sont connectées au mouvement olympique. 135e numéro, on va surfer sur le retour des beaux jours, non pas pour se jeter à l'eau, mais au contraire pour profiter des couleurs du printemps et aller vers le ciel pour découvrir tout simplement la vue de haut qu'ont le privilège de ressentir quotidiennement ou quasiment les personnes venues sur notre plateau aujourd'hui. La Fédération française aéronautique est à nos côtés. Alors, je suis un peu déçu, elle est venue sans avion. Ils sont venus sans avion parce qu'on va les incarner quand même. Ces membres de la fédération qui sont avec nous. Son président Kevin Dupuche est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour Maxime. Plaisir de vous retrouver. Également. Avec le sourire, ça fait plaisir. Évidemment, on a parlé du beau temps, on a parlé de la chance que vous pouvez avoir d'être en extérieur. Lui aussi l'est pour aller voir ses ouailles concourir à gauche, à droite. Jérôme Houdier est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Maxime. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Ouais. Merci, vous avez été quasiment un des ambassadeurs du club. Vous ne le savez peut-être pas, un des premiers à venir dans notre émission, le directeur technique national de cette Fédération française aéronautique donc, qui nous accompagne pour la prochaine demi-heure. Margot Tard également est avec nous. On va faire parler les champions pour finir. Comment allez-vous Margot ? Très bien, merci. Vous nous venez d'Alsace. Vous êtes pilote international de voltige aérienne. Et puis on a une dernière spécialité représentée, c'est le rallye aérien et il est bien représenté avec Hugo Muller, pilote international lui aussi. Bonjour Hugo. Bonjour Maxime. Merci de nous accompagner. Avec plaisir. Pour nous faire découvrir donc ce rallye aérien. Je vais être sous votre tutelle et votre grande taille tout au long de ces 26 minutes. Je ne dirai donc pas de bêtises, c'est promis. Le développement de cette fédération française aéronautique, ses perspectives et surtout la manière de découvrir les pratiques de 50 000 adhérents et un peu plus même qui ont eu le privilège d'apprendre à voler grâce à la FFA. Et on en parle tout de suite. Je pense qu'en 2025, c'est toujours le cas. Si on faisait un rapide sondage intergénérationnel dans les cours de récréation, un pilote serait peut-être encore dans le top 2 ou top 3 des métiers que l'on rêverait d'effectuer. Mais ce n'est pas qu'un rêve d'enfant, il paraît, dit le slogan de la Fédération française aéronautique. Vous confirmez, Président ? Ah bah oui, je confirme, surtout qu'on voit que de plus en plus de jeunes sont attirés par nos activités. On fait du brevet d'initiation aéronautique dans les collèges et dans les lycées. Et on n'a jamais eu autant de jeunes de moins de 25 ans, de même moins de 40 ans au sein de la fédération depuis la nuit des temps, depuis 1929, le début de cette fédération. Et concrétiser le rêve de voler, je sais pas moi, rien que de le dire, je trouve que ça engage. Venir chez vous, c'est plus qu'un sport, quoi. C'est une expérience. Ouais, c'est un sport et puis c'est aussi un sport passion en règle générale. Et puis par la suite, certains vont s'orienter vers des métiers aéronautiques. On sait que c'est un secteur qui est très très développé, qui fonctionne énormément en France et en Europe. On a l'une des industries la plus développée dans le monde. Donc la France a toujours été une pépinière de futurs ingénieurs, futurs pilotes et forcément ça passe par les aéroclubs puisqu'on est le premier pas, on va dire, pour devenir pilote, devenir ingénieur ou devenir également sportif, bien évidemment, puisqu'on a des sports aériens au sein de la fédération. Vous énoncez une généralité, mais on a l'impression que vous évoquez votre parcours personnel. Ouais, vous êtes issu de cette filière aéroclub, vous avez été pilote totalement. de ligne Air France, c'est ça ? Oui, totalement. J'ai commencé en aéroclub à l'âge de 14 ans, voilà, en poussant la porte d'un aéroclub et l'avantage, c'est qu'on a un aéroclub pour chaque Français à moins de 50 km, donc à proximité de la maison. Et grâce à la fédération, grâce aux subventionnements qui sont faits, j'ai pu devenir pilote privé, ensuite pilote professionnel. Et effectivement, maintenant, je suis pilote chez Air France. Oui. Quelques chiffres clés qui évoquent votre fédération. Vous êtes à la tête depuis 1 an maintenant, oui. Président. Combien d'aéroclubs, justement ? On a évoqué le nombre de licenciés. Est-ce qu'il y a un développement positif en ce sens ? Comment ça se passe ? Alors, on a 600 aéroclubs qui sont basés sur 450 aérodromes en France métropolitaine et en Outre-mer. Okay. On a un développement qui est... On en a parlé du maillage, 50 km voilà, au pire. Donc, okay. Ça, c'est assez important. C'est un héritage, bien sûr, français, puisqu'on a connu l'aviation populaire dans les années 30, dans les années après-guerre également. Donc ça a été un véritable atout. Et donc ces aérodromes, maintenant, sont à proximité. Et on voit que
Et on voit que notre nombre de licenciés se maintient, on va dire, d'une année à l'autre. Et se maintient à cause de la démographie, notamment. On a vu un fort afflux de ce qu'on appelait les baby boomers à l'époque. Donc maintenant, qui forcément avec l'âge disparaissent, mais sont renouvelés, on va dire, par la jeune génération, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tous ces jeunes qui viennent dans nos aéroclubs. Et ça, c'est assez bon, puisque ça veut dire que notre nombre de licenciés se maintient, voire se développe légèrement. 14 ans pour vous, 13 ans je crois pour vous Margot, c'est ça que vous avez poussé la porte d'un aéroclub. Question assez concrète, combien de temps pour recevoir une formation? Quand est-ce que vous avez pu être lâché dans les airs? Alors seul, je ne sais pas, mais quand est-ce que vous avez pu avoir les commandes? Alors j'ai eu les commandes assez vite déjà grâce à mon instructeur. C'est génial ça. Très rapidement accéder à l'avion et puis piloter ça fait partie des clichés qu'on n'imagine peut-être pas, hein. C'est pour ça que j'insiste. Tout à fait, mais petit à petit, l'instructeur laisse les commandes jusqu'à ce qu'on devienne complètement autonome. Alors du fait de mon âge, j'ai dû attendre mes 15 ans pour faire mon lâcher. Le jour de mon anniversaire, ça a été la chance que c'est le cadeau avoir. Oui, wow. Oui, tout à fait. C'était le cadeau d'anniversaire, le tour de piste à 15 ans. Et puis petit à petit, j'ai poursuivi ma formation. 16 ans, le brevet de base qui existait encore à l'époque. Et puis 17 ans, le brevet de pilote privé, le PPL. D'accord. Président, un coût autour de ces formations-là pour ceux qui seraient intéressés derrière l'écran, et il y en aura forcément avec les images qu'on est déjà en train de vous projeter. Alors il faut voir qu'il y a deux brevets, on va dire, de licence, on va dire de base. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'ABL, qui est l'ancien brevet de base maintenant, qui représente à peu près une vingtaine d'heures de vol. Une heure de vol, c'est à peu près dans les 150 à 180 euros de l'heure, hein, donc ça fait, on va dire, un peu moins de 4 000 euros. Il y a des aides pour les moins de 21 ans de la fédération, donc qui arrivent à quasiment subventionner 30 à 40% de la formation. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment pour les jeunes. Et le brevet de pilote privé, il faut 45 heures minimum, donc ça fait grosso modo 8 000 euros, sachant que c'est un brevet qui va se passer sur... Pour les plus rapides, ça va se passer sur 8, 9, 10 mois, et pour les plus lents, ça va être sur 2 ans. Donc c'est une somme qui est répartie qui peut être répartie sur 2 ans en fonction des finances. C'est ce que j'allais vous demander sur l'investissement en termes de temps, parce que c'est bien beau de voler, mais il y a plein de notions, j'imagine, à acquérir, et puis qui peuvent effrayer un petit peu. On les développera en deuxième partie, mais j'imagine qu'il y a des freins quand même. C'est pas des freins en fait. Si on est motivé, si pour on le a envie kidam, de le faire, pas pour vous, évidemment. Mais si, en général, quand on va pousser à la porte d'un aéroclub, c'est qu'on a envie de découvrir ce milieu. Donc le fait de vouloir découvrir ce milieu, ça va nous passionner parce qu'on va apprendre plein de choses, de nouvelles choses. Il faut pas être très fort en maths, hein. Moi, j'ai juste un petit bac S et je suis devenu pilote de ligne, vous voyez, donc tout va bien. Donc juste faire un produit en croix, c'est suffisant, et tout va bien. Dans les notions sont assez intéressantes quand on apprend l'aéronautique. Ouais. Il y a plein de choses à découvrir, la météo, la mécanique du vol, la réglementation. La navigation, plein de sujets qui sont assez intéressants. Ouais. Clairement, et on aura l'occasion de les évoquer. Une fois que vous êtes formé, vous pouvez donc pratiquer plusieurs disciplines. Jérôme, on en développera quelques-unes ensemble tout à l'heure, mais avant cela, on va profiter de nos deux champions sur ce plateau pour en développer deux qui sont en plus très très fortement pratiqués au sein de la Fédération française aéronautique. C'est d'abord le rallye aérien, c'est la discipline que vous pratiquez, mon cher Hugo. D'ailleurs, comment elle est venue à vous, cette discipline? Parce que j'imagine qu'on rentre, on ne pousse pas forcément la porte d'un aéroclub spécifiquement pour faire du rallye aérien. C'est peut-être votre cas, mais non, si? Pas du tout. Ah non, ouais, c'est ça. J'ai un peu le même parcours que Kevin et Margot pour le côté, l'origine de pousser la porte de l'aéroclub. Et ensuite, ça m'est venu par la suite, à force de tourner un petit peu en rond avec le brevet de base initialement, qui nous limitait à un périmètre autour de l'aéroclub. D'accord. Puis ensuite, le PPL qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, donc faire quelques navigations. Et l'idée, c'était de m'ouvrir à autre chose, d'avoir un peu de challenge. Et donc, on m'a conseillé de tenter une compétition régionale de rallye aérien. Ah oui, comme ça. Voilà, et donc j'ai tenté sans vraiment savoir ce que c'était avec un ami, et puis on a vraiment apprécié. Et du coup, on a décidé de poursuivre. Eh bien, faites comme si vous refaisiez cette première avec nous, avec un tuto rapide. On a plein de belles images de ces compétitions. Quid du rallye aérien? Moi, j'ai envie si je ferme les yeux, ça suggère plein de choses qui nous ramènent au rallye sur route. Alors, je dis, vous avez un partenaire, un copilote, vous devez rallier un point A à un point B le plus vite possible, ou je me trompe? Alors, pas forcément le plus vite possible. Voilà. Si on fait un comparatif avec l'automobile, ça se rapproche du rallye d'orientation qu'on peut avoir en rallye automobile. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment d'aller d'un point A à un point B, comme vous l'avez dit.
en respectant des timings vraiment précis, en comparatif avec le véhicule où on doit respecter une vitesse. Là, on fait pareil en avion. Vous ne devez pas gagner du temps, vous devez respecter les horaires qui sont indiqués. Exactement, on doit respecter les horaires indiqués, et tout en même temps observer, il y a un exercice d'observation, on doit trouver des photos, observer des points précis. Et comment vous les validez ? Alors on les valide, donc on a des photos à bord de l'appareil qu'on doit, on en a vu, effectivement. Voilà, qu'on voit. Et l'idée c'est de les repérer au sol et ensuite de les placer correctement sur la carte pour prouver. En les pointant quoi, tout simplement. Ok. Ouais, ça c'était à tel endroit. Voilà. Ça, c'était... Donc ensuite chaque point tournant aussi doit être jugé. On doit confirmer s'il est vrai ou faux, si la photo qu'on nous a donnée est vraie ou fausse. Et ça se termine par une épreuve d'atterrissage de précision. D'accord. Donc, il y a aussi, non pas une sensibilité, c'est très cartésien, peut-être que la voltige nous amènera sur une forme de sensibilité artistique, on en reparlera, mais pour vous, en tout cas, pour des jurys, tout est tangible, tout est validé, tout est balisé, c'est ça ? Oui, plus ou moins, j'ai l'impression. Si, non, tout à fait, je réfléchis en même temps, mais oui, tout à fait. Non, on a un tracker GPS à bord de l'avion qui fait foi. Et donc à partir de là, il y a peu de contestations possibles sur le... Donc matin de la compétition, vous arrivez avec un roadbook qui vous est donné par l'encadrement. Vous ne connaissez pas du tout les lieux. Du tout. On ne connaît pas du tout les lieux. On nous remet une enveloppe dans l'avion. Donc c'est un travail, j'ai oublié de préciser, mais c'est quelque chose qui se fait à deux en équipage. On a un pilote, vous êtes pilote et il y a un navigateur avec vous. Et du coup, l'idée est de préparer la navigation dans l'avion au sol et ensuite d'aller faire cette navigation en l'air jusqu'à l'atterrissage et au rendu de l'enveloppe finale. Et là, pour le coup, le parallèle avec le rallye, je peux le retrouver. Et si je vous dis que la communication va être très forte et surtout les mots-clés dans la relation et dans le binôme sont importants, oui. Absolument, ouais. Absolument, ouais, tout à fait. La communication est hyper importante. Il y a aussi tout un côté d'écoute de son partenaire. Chaque mot est important et il faut aussi les peser et les limiter parce que on est très concentré, donc ça ne sert à rien de dire des choses inutiles et il faut être assez carré là-dessus. Oui, on ne peut pas être trop bavard, c'est dommage. C'est dommage. Champion du monde par équipe en 2023, en tout cas, donc ça se passe plutôt bien pour vous. On avait reçu Marjorie Péry-Saint-Faber il y a quelques années avec vous, d'ailleurs, mon cher Jérôme, qui était votre coéquipière, je crois, dans cette équipe de France. Elle était présente dans le club en 2020, ça ne nous rajeunit pas. Tout ça. On a entendu des vocations qui étaient nées d'une passion, c'est votre cas aussi ? Tout à fait, exactement. Ouais. Pour le coup, je ne vais pas être très original, mais j'ai le pro a été... ouais, exactement. À quel âge ? Alors moi, c'est tout récent, la transformation vers le métier de pilote de ligne. J'ai été ingénieur. France aussi, je crois. Tout à fait, ouais. J'étais ingénieur auparavant et j'ai transformé l'essai, entre guillemets, vers pilote l'année dernière. Vous avez démarré par un stage dans un groupe de haute technologie en aéronautique, je crois Safran, allez, pour ne pas le citer. Et je crois que c'est le lien aussi un peu qui vous unit, n'est-ce pas, Margot ? Exactement. C'est ça, vous avez aussi débuté, vous avez débuté par là, Margot. Vous êtes, pour le coup, la passion est partie vers la voltige. Oui. Une discipline qui évidemment est encore plus reconnue pour plein de raisons. Qu'est-ce qui vous a donné envie de basculer ? Un instructeur dans un club qui vous a sensibilisé à l'exercice ? Alors dans mon cas, c'est un enchaînement de hasard, comme toute ma vie un peu dans l'aviation. Okay. J'étais en aéroclub et en fait un club de voltige est venu chez nous avec son avion de voltige faire des vols de mise en garde. Donc en fait dans la formation PPL, ce qui peut être très intéressant, c'est de faire les vols de mise en garde, voir un peu les situations dangereuses dans lesquelles on peut se retrouver à bord d'un avion, un vol simplement de tourisme très basique. Mais avec l'avion de voltige, on peut aller jusqu'au bout, on va dire, du danger, entre guillemets, puisque l'avion peut se mettre dans toutes les positions possibles et imaginables sans danger, sans que le moteur s'arrête et ce genre de choses. Et voilà, donc dans mon cas, je me suis retrouvée dans l'avion. Alors j'étais assez stressée, on va dire, au début, parce que la voltige de premier abord me paraissait très impressionnante. C'est pas des positions naturelles dans lesquelles on se retrouve avec l'avion. Ouais. C'est plutôt impressionnant vu du sol. Donc voilà, j'y suis allée avec pas mal d'appréhension. En finalité, le vol a démarré, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mon vol a duré une demi-heure. Donc c'était vraiment oui, j'en garde un souvenir excellent. Et j'en suis ressortie avec un grand sourire et surtout le virus de la voltige. Puis petit à petit, grâce à mon instructeur, il m'a emmenée dans la formation
voltige. J'ai passé à l'époque, il y avait le premier cycle et le second cycle. Donc j'ai passé les 2 cycles. Et puis petit à petit, il m'a orientée vers la compétition. Donc voilà, Première petit peu comme compète, championne d'Europe, championne de France espoir, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Donc voilà, on peut dire que l'essai a été transformé pour vous, Margot. Les rudiments, on en a vu là quelques-uns en termes de règlement grâce à nos images. Là aussi, il y en a forcément. Tout ceci est très codifié. J'ai exagéré la partie sensibilité artistique, la vue du sol par des jurys, c'est bien ça, hein, au niveau de différents. On parlera de mouvement, on parlera d'enchaînement de figures. Oui, tout simplement. Ça dure combien de temps ces modules? Alors ça va être plutôt un nombre de figures qu'on va enchaîner en compétition. Sans temps donné? Sans temps donné, non. Oui et non, j'ai envie de dire. En fait, à partir du moment du décollage, on a un certain temps pour démarrer le programme. Donc, en fait, pour marquer le démarrage du programme, on va battre 3 fois des ailes. De la même manière, pour montrer que le programme est fini, on va battre également 3 fois des ailes. Donc, à partir de ce moment-là, par contre, les juges vont se mettre à fixer l'avion, à regarder l'avion, à plus le lâcher des yeux, afin de vérifier que les figures soient exactement réalisées telles qu'elles sont écrites en fait sur le programme. Ils ont une feuille chacun et ensuite ils vont venir mettre des notes de 0 à 10 sur chaque figure, ce qui va après en tirer une moyenne, un pourcentage. Une pondération ou pas? Ouais. Il y a la plus grosse note, la plus petite ou pas du tout? Il y a ce qu'on appelle le FPS qui va en fait permettre d'harmoniser les notes pour chaque pilote de manière égale et en fonction du passage des pilotes et qui à la fin va donner notre classement final. Alors là, je dois vous faire réagir parce qu'on voit ces figures sur le tableau de bord. Elles sont non seulement dans votre tête, mais vous avez le besoin de vous les rappeler quand même de cette difficulté à réaliser au fur et à mesure. Oui, en fait, on va évoluer dans un cube d'1 km d'arête, ce qui n'est pas beaucoup puisque avec l'avion, on va évoluer entre 400 km/h et 0 km/h. 1 km, ça va très vite, ça passe très vite. Donc, on ne peut pas improviser en vol. On n'a pas le temps. L'enchaînement des figures va très vite également. On a besoin de précision. De la même manière, un peu qu'Hugo, on ne connaît pas forcément bien l'endroit où on va faire la compétition. Donc voilà, il faut tirer un maximum de repères en vol, mais il faut avoir préparé ça aussi avant au sol pour savoir ce qui nous attend. Pour connaître notre enchaînement figure, qu'on se pose moins de questions et qu'on se concentre après en vol plutôt sur la technique et la précision, plus que se poser la question de quelle est la figure suivante, qu'est-ce que j'enchaîne, comment j'enchaîne. Et tout ça, on va faire ce qu'on appelle la musique au sol. On va répéter, donc on va représenter le cube, du moins le carré au sol. On y est sur cette figure, oui, on vous suit là, on est dans ces mouvements hyper chorégraphiques. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. De vous voir dans une forme de répétition finalement de ces figures. Petit cas d'école, on a isolé une figure en vol qui va être réalisée. Elle va apparaître juste après. On voit les qualités de pilotage. Combien de temps, si on devait séquencer par mouvement cette figure, combien de temps de travail, de sortie, de travail on va dire au sol, de mentalisation est nécessaire pour une figure? C'est peut-être une question un peu bête et méchante, vous ne pensez peut-être pas comme ça, mais comment ça se séquence? Alors, on va dire qu'en voltige, il y a les figures de base et plus on monte en niveau, plus elles vont se complexifier. C'est-à-dire qu'on va y ajouter des rotations ou des déclenchés, ce qu'on voyait avant. Donc l'avion qui tourne très rapidement en roulis. Donc la figure de base, par exemple, ici, ça serait une demi-boucle. Et derrière, on va y ajouter des choses comme le déclenché ou le 2 de 4, donc un demi-tonneau avec 2 facettes. On le travaille dès le plus petit niveau, j'ai envie de dire, pour que, par exemple, la rondeur soit parfaite. Et petit à petit, ça se complexifie. On va ajouter le déclenché, donc là, la vitesse du roulis, ce genre de choses, en fait. On y ajoute des choses petit à petit, mais les figures de base, on les retrouve peu importe la catégorie. Ah, intéressant. Et Jérôme, en ce qui concerne au-delà des figures, des qualités intrinsèques d'analyse selon la discipline, les qualités physiques du pilote,
quelles sont-elles? On voit ce pilote-là qui gère ses jets comme il peut, respirer, avec des moments qui, j'imagine, là aussi, sont à la seconde près, selon l'impact de la densité. Quelles qualités sont requises pour devenir un champion? Alors les qualités, elles varient des disciplines sportives. En voltige aérienne, on va devoir être très réactif, très tonique et dynamique pour produire des mouvements qui vont s'arrêter de façon très nette. Avoir une certaine résistance aussi aux facteurs de charge, donc bien comprimer en fait l'ensemble de ses muscles pour résister à ce facteur de charge-là. Voilà. Sur les disciplines plutôt d'orientation, on va nécessiter beaucoup de concentration. Donc cette concentration, elle sera aussi améliorée par la capacité physique du pilote à pouvoir garder cette capacité de concentration très longtemps. Donc ça fait pas appel aux mêmes qualités de ressources selon ces disciplines, mais les deux doivent avoir une excellente état de forme physique générale. Là, c'est l'ex-team manager de l'équipe de France de voltige que je sollicite. Vous avez été ancien coach, je crois, de trampoline, il me semble. Oui. C'est cette association pluridisciplinaire, j'imagine qu'on la retrouve un petit peu partout. On parlait de qualité athlétique. Sensibiliser ces pilotes à d'autres horizons doit être aussi hyper important. Oui, je pense dans toute pratique sportive, la variété des pratiques, la variété des situations va permettre de développer l'expertise. La pratique du trampoline, notamment, permet d'entretenir sa capacité à percevoir son acrobatie dans les 3 dimensions de l'espace et donc transférer cela au trampoline, à la voltige aérienne. Donc les voltigeurs qui vont pratiquer un autre sport acrobatique ne seront pas de réels débutants parce qu'ils développent cette capacité à pouvoir se représenter dans l'espace, dans les 3 dimensions par exemple. Effectivement, et l'interdisciplinarité doit être aussi valable pour 2 autres disciplines qui ne sont pas représentées ici en plateau. On ne pouvait pas pousser les murs, mais on aurait adoré. Jérôme, parlez-nous, on a des images d'illustration à ce sujet du pilotage de précision et de l'Air Navigation Race aussi, l'ANR, qui sont 2 disciplines aussi que vous hébergez. Absolument, oui. Alors, je vais commencer par le pilotage de précision parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus du rallye aérien, à la différence près que le pilote va être seul à bord. Donc, il n'aura pas l'assistance du navigateur pour pouvoir préparer sa navigation dans l'avion. Donc, il va avoir un temps de préparation au sol de 45 minutes pour découvrir en fait son terrain de jeu, voilà. Bien mémoriser aussi toutes les photos, la planche de photos qu'il va essayer de retrouver dans l'environnement. Ah, elle est encore présente cette planche de photos. Ouais, elle est encore présente. Donc là, on se rend compte aussi que la charge de travail, quand on est seul dans l'avion, elle va être compensée par ce travail au sol de préparation avant de partir dans l'avion. Donc ça nécessite aussi, en termes de mémorisation et d'apprentissage cognitif, à pouvoir très rapidement dans l'environnement faire le parallèle pour trouver ses photos, ses repères, tout en gardant une extrême précision dans la qualité du pilotage, puisque comme Hugo l'a dit tout à l'heure, c'est des sports qui sont timés, on doit tenir à la seconde près le timing, dans un environnement qui varie, il y a du vent, par exemple, qui va tantôt nous pousser, tantôt nous freiner. Donc ça va être aussi à prendre en compte dans l'environnement. La 4e discipline, l'ANR, rapidement. L'ANR, les courses de navigation aérienne. Alors c'est un concept un petit peu nouveau, une compétition internationale qui est apparue il y a 4 ans. Donc ça se déroule en équipage. L'idée, c'est de suivre un tracé sur un corridor qui va être extrêmement resserré et de ne pas en sortir. Donc là, ça se déroule en équipage et le rôle de l'équipier, du navigateur, va être très important là aussi pour essayer très finement de pouvoir positionner son avion aux endroits très précis où on doit passer. On doit passer au milieu d'une forêt avec une courbe et il faut suivre la courbe sans sortir de ce petit espace. Wow. Et la marge est de combien? C'est avec mes doigts, mais il faut 0,2 nautiques. Okay. Donc un nautique, ça fait quasiment 2 kg de 100 mètres. 200 mètres, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est assez petit. Oui, c'est quand même petit. Mais bon, ça va, c'est pas ça quand même. J'ai eu peur. Imagine, là on s'en sort pas. Très bien. Sauf qu'avec l'altitude, quand on est haut, plus c'est difficile de tenir en fait ce couloir restreint. Ok, passionnant. Et donc à 4, c'est ça? On est 2 dans l'avion, comme en rallye. Okay. Sauf qu'on ne va pas avoir de tâches d'observation, contrairement au rallye aérien.
et les navigations seront un peu plus courtes, mais il y aura plus de navigation qu'en rallye. Des disciplines en mouvement, en tout cas vous l'aurez compris, comme cette fédération qui aspire à l'être. On en parle dans Fait Débat de ces projets fédéraux. Kevin, de facto, en tant que nouveau président, vous les incarnez, ces projets, j'imagine. Président depuis l'an dernier, mais ça fait un long moment maintenant que vous connaissez les arcanes de la Fédé, depuis 2009. Hein, vous êtes membre de la fédération Commission Aéroclub. Donc ouais. le club, c'est pour vous le nerf de la guerre. Quelle vision, quel projet, de par cette ancienneté à la fédération, vous comptiez porter l'an dernier ? En fait, nous, ce qu'on cherche à préparer aussi, c'est le futur. Donc, on prépare le futur de par le sport et de par les jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, et aussi avec la transition énergétique de nos avions, puisqu'on est quand même un sport mécanique. On a eu pas mal de bashing, notamment après Covid, et avec pas mal de populations qui étaient un petit peu devenues anti-aviation. Mais il faut savoir que l'aviation a déjà avancé sur la transition énergétique, puisqu'on a déjà, nous, au niveau de la fédération, on a des avions électriques, 100% électriques, qui fonctionnent et qu'on utilise d'ailleurs maintenant sur l'ANR de temps en temps, sur les compétitions nationales, on utilise cet avion électrique. Tout ça pour dire quoi ? C'est dire qu'en fait l'aviation, on nous dit qu'on est en retard sur tout ça, mais on est déjà bien en avance sur cette transition et on arrive. C'est une flotte que vous arrivez à renouveler à quel pourcentage? Alors pour moi, annuelle ou on n'en a pas beaucoup, on n'en a que 8. Vous allez dire que c'est pas beaucoup, 8 qui appartiennent à la Fédé. Il y a une trentaine d'avions électriques qui sont en exploitation sur l'intégralité des clubs en France. Mais sur le monde entier, il n'y en a que 100 avions électriques. Donc c'est-à-dire que la France, on est leader actuellement sur l'avion électrique et sur ces projets de transition énergétique. Donc c'est-à-dire que tout le secteur aéronautique, aussi bien, on a vu, les grands constructeurs français, européens sont en train de travailler pour la transition. Et donc ça, c'est un des projets que porte la Fédération depuis maintenant 2011, parce qu'on a commencé à parler de l'aéroclub du futur en 2011. Et l'idée, c'est de pouvoir aider les aéroclubs à arriver à avoir des machines qui sont beaucoup plus vertes, on va dire, au fil du temps. Alors, c'est un enjeu au sein des clubs, ça émane de la fédération, ce sont des remontées de dirigeants, ces besoins-là, de s'inscrire là-dedans pour recueillir du public? Alors nous, les besoins, on les avait identifiés dès 2011, donc bien avant que le bashing soit arrivé, puisque le bashing est arrivé aux alentours du Covid, donc 2020. Donc on avait déjà identifié cette transition qu'il fallait qu'on réussisse à faire. Donc on n'a pas attendu, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas attendu l'opinion publique pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a anticipé. Et on voit que ces anticipations, elles commencent à porter leurs fruits. C'est long. Une transition, c'est long. On a 2500 appareils au niveau des aéroclubs de la fédération. Donc, on ne va pas changer les 2500 appareils en 2 ans. Ce n'est pas possible parce qu'aucun constructeur n'est capable de fournir autant d'avions en quelques années. Oui, ça, il faut pas des cacahuètes. Voilà. Donc il faut qu'on y arrive progressivement. Et donc c'est ce travail que la fédération inculque au niveau des clubs pour dire allez-y, maintenant il y a des solutions qui existent, qui sont fiables, que nous on teste au niveau du Fab Lab à Tous-une-Lobe. Donc c'est-à-dire qu'on achète des avions nouvelle génération, on les teste en conditions réelles d'exploitation pour dire au club, ah oui, ça a un intérêt, ça non. Ça, oui, vous pouvez y aller, etc. Et puis derrière, pourquoi pas trouver des subventionnements grâce à la fondation FFA notamment pour aider justement à la transition. Ouais. Alors, ces 16 ans passés à écouter, à auditer les clubs, au-delà de cet enjeu-là, ce socle, comment on le nourrit? Qu'est-ce qu'il attend de vous, des instructeurs, des formateurs, de la communication pour de la visibilité? Ouais, on attend, les clubs attendent plein de choses à part de la Fédé, c'est normal. On est là pour déjà promouvoir notre activité, parce que souvent, c'est des activités qui sont méconnues du grand public. Et souvent qui sont considérés comme, j'aurais tendance à dire, comme réservés à des nantis qui vont se faire plaisir le dimanche après-midi sur un aéroclub. Et voilà. En fait, non, on voit qu'on est un vrai vivier. On arrive à attirer beaucoup de jeunes générations, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est hyper important de communiquer déjà. Donc, on a un vrai besoin de communication pour expliquer nos activités et faire comprendre que, justement, le tissu aéronautique français, il passe forcément par les aéroclubs. Et c'est grâce aussi à nos aéroclubs qu'on a d'une industrie aéronautique qui est ultra développée, qui fonctionne bien et qui est l'une des balances commerciales la meilleure de France. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une première attente de nos clubs. La deuxième attente de nos clubs, c'est aussi de pouvoir les aider à justement faire cette transition énergétique, avoir des avions plus récents, plus modernes,
Et également on travaille sur l'abaissement des coûts, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, notamment avec le carburant qu'on a. On travaille sur des carburants avec nos partenaires, des carburants, des SAF, des carburants durables, on va dire. Hein. Donc toute cette problématique-là est prise en compte et puis on avance progressivement, ça prend du temps, mais on y arrive. D'ailleurs, les aéroclubs s'ouvrent ce week-end pour combattre ces idées reçues, opération portes ouvertes. C'est le moment pour vous, si vous ne connaissez pas ces univers, d'aller tester et découvrir les disciplines de la FFA et le pilotage. Concrètement, j'ai été séduit par le discours de Margot et de Hugo. J'ai envie de passer ce week-end. Qu'est-ce que vous proposez au sein des clubs, hein? C'est ouvert à tous, hein, la question. C'est une journée porte ouverte, donc venir voir un petit peu comment ça se passe, ce type d'avion. On va vous faire présenter nos aérodromes, nos aéroclubs, nos avions, et aussi montrer que l'aérodrome il est inclus dans la cité et c'est un équipement sportif pour n'importe quel citoyen. Et aussi, un point que je n'ai pas dit qui est important, c'est de montrer aussi que l'aérodrome est un vecteur de biodiversité, puisque un aérodrome, en général, il est clôturé, personne ne peut y accéder, on ne peut pas marcher n'importe où, il n'y a que des pistes qu'on peut utiliser. Et il y a, sur l'intégralité des surfaces des prairies aéronautiques, il y a à peu près que 10% qui sont construites par des hangars ou par des pistes. Tout le reste, ce sont des zones vertes qui ne sont pas utilisées. Et là, il y a un développement de biodiversité qui est énorme. Et là aussi, si vous venez nous voir, on pourra vous montrer un petit peu ce qu'on fait. On a déjà étudié plus de 45 aérodromes. Et il y a une faune et une flore qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ce sont des vrais réservoirs de biodiversité. On évoquait tout à l'heure, et ce sera aussi l'un des enjeux probablement de ces portes ouvertes, le rêve que pouvait constituer cette passion-profession, va-t-on dire, pour des jeunes. On reçoit beaucoup de fédérations sur ce plateau qui ont beaucoup de problématiques pour capter cette jeunesse, la fidéliser au sein des fédérations. Est-ce que le rêve se transforme en réalité chez vous? Est-ce que c'est plus facile ou ça reste un enjeu? Les jeunes, vous avez parlé des aides à hauteur de 2 200 € pour faire passer ces brevets-là. Est-ce que c'est aussi difficile pour vous? Oui et non. Alors, oui, parce que les jeunes sont maintenant un public où tout doit aller très vite, c'est très zappeur, on va aller d'une discipline à une autre, etc. Donc ça, c'est vrai dans tout ce qu'on voit au niveau des jeunes. Par contre, on voit que notre sport, à côté de ça, c'est vraiment un sport de passionné à un moment donné. Donc au début, on va peut-être essayer le tester en disant tiens, je vais peut-être faire ça au même titre que du tennis, du golf ou un autre sport. Et au final, ça nous plaît, c'est pas mal, ça donne pas mal de valeur, de rigueur, d'engagement. Et donc peut-être qu'on continue, et puis ça devient une passion. Et puis cette passion, après, elle se transforme soit en devenant sportif ou soit en devenant professionnel. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et encore une fois, moi, je suis issu d'une famille relativement modeste. Et si je n'avais pas eu un aéroclub, je ne serais pas là où j'en suis actuellement. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et ça, c'est une force d'avoir tous nos clubs sur la France. Et avant de devenir comme nos champions avec lesquels on va boucler la boucle, si vous me permettez l'expression, tour aérien des jeunes pilotes qui a lieu tous les 2 ans, fin juillet prochain, c'est en 2026. Ça vous donne déjà la banane, Président. Ah oui. Le but recherché pour ces regroupements, vous y voyez des futurs pilotes, vous c'est pas votre rôle, Jérôme, nécessairement? Oui, si, complètement. En fait, au sein du tour aérien des jeunes pilotes, il y a des épreuves sportives, donc on peut y détecter des pépinières de futurs champions. Vous allez flairer. En rallye, en précision, bien évidemment. D'accord. Oui. Donc c'est en tout cas en 2026 et ça dure 15 jours. Hein. C'est sur 2 semaines ces rassemblements. En tout cas, si ces champions vous ont donné envie de découverte, voire de compétition, vous tomberez au bon endroit, puisque la France est l'un des pays, si ce n'est le pays, c'est ce qu'on évoquait avant de prendre l'antenne, Jérôme, le plus titré sur la scène internationale dans les sports aériens. On le disait, Hugo, tout à l'heure, votre équipe de rallye aérien a remporté l'or aux mondiaux en 2023. Votre binôme avec Hervé Moutarde a terminé 9e. C'était votre meilleure perf ensemble, je crois, à l'échelle internationale. On a une équipe de France qui est quasiment tout le temps sur les podiums en rallye, c'est encore pire ou encore mieux en voltige. Jérôme, comment on navigue pour ne pas se satisfaire de ces résultats?
eh bien, on se fait challenger par le président. Ouais, on ne se repose pas sur ses lauriers, on s'adapte. On adapte le cursus fédéral aussi aux enjeux d'aujourd'hui. On a cette année modifié le format des compétitions pour à la fois regrouper les compétiteurs biplace avec les compétiteurs monoplace pour donner un nouveau dynamisme aussi sur ces disciplines. On va mettre en place un classement de Coupe de France d'ANR en s'appuyant aussi sur les compétitions régionales parce que grâce aux échelons régionaux, aux compétitions régionales et aux initiations, c'est là où on va inciter, former, faire découvrir nos activités et amener ensuite ces champions à pouvoir s'émanciper à travers les sports aériens. Intéressant cette idée de capitaliser entre guillemets sur ces performances-là. Et Margot, j'ajouterais pour être totalement complet avec vous quand même et avec ces équipes de France en voltige qu'au dernier mondiaux en Pologne en 2024, l'or a été remporté dans toutes les catégories. C'est bien ça ? Oui. Tout à fait. Pas mal, pas mal. Et à titre personnel, vous avez décroché aussi une médaille de bronze au championnat de France cet été. Véritablement de bon augure pour la suite de vos carrières respectives. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le deuxième semestre de 2025, Président ? À vos athlètes, à vos champions et... Encore plus de médailles, que la France puisse insatiable. Encore plus. Kevin, insatiable. Toujours, il faut, je leur souhaite beaucoup de plaisir en tout cas, parce que c'est des sports qui sont aussi des sports passion, comme on disait, et donc de prendre beaucoup de plaisir aussi dans les épreuves que vous allez faire. Voilà. Ça a été plaisir en tout cas de partager ces moments en votre compagnie, de voler par procuration, mais on va rendre ça concret, c'est promis. Grâce à cette émission, des vocations vont être suscitées, j'imagine, chez vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cet opus du club. Merci aux équipes autour de François Caudal, de Julien Perronnet et de Paul Lebret, de Sandrine David, qui nous ont permis d'essayer de briller modestement. On était peut-être loin du compte, mais on a fait le travail. Merci à vous toutes et à vous tous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel opus. D'ici là, sportenfrance.com pour ne rien rater de nos actualités. Bonne journée.